Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. On est très heureux de vous accueillir et que vous continuiez à passer l'après-midi avec nous. Naturellement, il y a deux informations importantes. Aujourd'hui, la première, le journal télévisé, le téléjournal de midi vous en a abondamment parlé. C'est la démission de Jean-Pascal Delamura. On va y revenir au début de cette émission avec un regard ou deux regards particuliers sur Jean-Pascal Delamura. Et puis, c'est Serge et Nicole Reclus qui sont avec nous. Je vous rappelle l'exploit qui fera l'essentiel de la discussion tout à l'heure, à savoir courir d'Ushuaïa jusqu'à l'Alaska, courir et participer à l'opération soit à vélo, soit en scooter, 24 115 km. Et puis je vous rappelle aussi que nous sommes engagés nous-mêmes parce qu'on ne pouvait pas être de reste, comme on dit. Nous sommes engagés dans une opération parce qu'on compte sur vous tout à l'heure pour refaire toute cette route à coût de 5 francs le kilomètre. Hier, ça a été déjà extraordinaire. Vous restez avec nous, vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Alors, bon, je ne sais pas, vous, juste une question avant que nous commencions l'émission. À 20 ans, vous rêviez, vous, de faire ce genre de choses ? Ah oui, tout à fait. Déjà à 20 ans, j'étais champion suisse de boxe et j'avais déjà pas mal d'énergie et d'espoir de réaliser de belles aventures. Peut-être pas à ce niveau-là, mais... Et vous, à 20 ans, à quoi rêviez-vous ? Je pensais aux beaux garçons. Serge, je pensais aux beaux garçons seulement. Non, j'aurais jamais pensé que je m'engagerais dans une telle aventure. D'accord. Alors écoutez, on va se poser la question. Massimo est avec nous à cette table parce que vous avez pu le constater en arrivant à la télévision. Tout le monde était très énervé. Il y avait beaucoup de monde, des réunions, à savoir comment est-ce qu'on allait traiter l'information du départ prochain de Jean-Pascal Delamura. Nous allons avoir une approche un tout petit peu différente parce qu'on lui a posé, il y a de cela quelques mois, justement au moment où il avait été réélu, on lui avait posé la même question qu'à vous, à savoir quel était le rêve de ses 20 ans, et peut-être qu'aujourd'hui, il pourrait revenir à ce rêve-là. J'étais, depuis mon enfance, absolument fasciné par la navigation, par les bateaux, par la haute mer qui nous était inaccessible. On était en période de guerre et je souhaitais devenir capitaine au long cours. À l'âge de 20 ans, je pense que mes rêves se sont confrontés à une réalité un peu plus difficile. Et c'est probablement à cet âge que, abandonnant le vieux rêve d'enfant qui m'avait accompagné si longtemps d'être capitaine au long cours, j'ai commencé à concevoir, je venais de commencer mes études universitaires, ce que pourrait être mon sort. Et j'ai eu à ce moment-là, incontestablement, une fibre naissante et se confortant pour un service public. Je souhaitais accomplir un service public. Quel serait-il ? Aucune idée. Alors Massimo, on va évoquer un court instant d'ailleurs, puisque vous allez y revenir ce soir naturellement, au TJ Soir, mais on va évoquer un court instant l'enfance, la naissance, les rêves de Jean-Pascal Delamura. Vous l'avez rencontré dans le cadre d'une série. Vous savez, vous êtes bien placé pour le savoir, quand on interviewe un homme d'État et qu'on est journaliste, on a souvent un réflexe très technocratique. On va vite à l'essentiel, parlez-nous des dossiers, donnez-nous des décisions, des chiffres, des réponses. Et puis là, l'été dernier, dans cette série Souvenirs d'enfance, on avait pu s'interroger avec lui sur d'autres choses, sur le côté humain qu'il y a chez chacun, qu'on soit ou non homme politique. Et c'est dans ce contexte-là que j'avais pu lui poser quelques questions sur son enfance. Est-ce qu'il vous a surpris ? Écoutez, ce qui m'a surpris, mais ça n'est pas vraiment une surprise, on l'a revu ce matin dans cette conférence de presse, c'est que fondamentalement, il n'y a pas deux Jean-Pascal Delamura. Il n'y a pas une fonction et un homme derrière. Et ça prouve que c'est valable pour chacun d'entre nous. On n'est pas d'abord journaliste, homme d'État, plombier ou homme d'église. On est homme d'abord, et puis après, on devient homme d'État. Et c'est ça qui m'a frappé. J'avais l'impression qu'il n'y avait aucune différence, qu'il était un seul bonhomme dans toute une pièce, et il l'est encore, on l'a vu ce matin. Alors Serge et Nicole, qui étaient en train de courir à cette époque, lorsque vous avez réalisé votre émission, ils vont découvrir avec les téléspectateurs les rêves, l'enfance, des souvenirs d'enfance de Jean-Pascal Delamura. Jean-Pascal Delamura, qu'est-ce que ce bateau, qu'est-ce que cette timonerie évoque par rapport à votre enfance ? Elle évoque toute mon enfance. Je suis né à peu près sur un bateau et je suis heureux en bateau et j'étais enfant, tout enfant, extrêmement heureux de naviguer, de voir ce léman superbe et d'y voir naviguer en particulier le navire amiral, la Suisse, à la timonerie duquel nous nous trouvons aujourd'hui. Et j'ai rêvé, comme beaucoup d'enfants sans doute, mais plus longtemps, d'être une fois capitaine à la compagnie ou même capitaine au long cours.
Comment est-ce que ça se passait quand vous étiez en culotte courte et que vous vous promeniez au bord de ce lac? Eh bien, écoutez, ça se passait d'une manière, à vrai dire, un peu mystérieuse, car à la joie de rencontrer le lac, de scruter ses humeurs, de m'habituer au lac et de m'habituer ensuite à y naviguer, s'ajoutait un mystère qui était celui né de la guerre, qui fermait la frontière à la France et qui, dans le milieu familial très francophile où j'étais, était considéré comme une blessure irréparable, comme un attentat. Alors je ne me rendais pas compte que c'était un attentat à la liberté qu'on déplorait, mais je vivais comme enfant alors cette fermeture de la frontière, cette population qui, à 15 kilomètres en face de chez moi, m'était interdite en quelque sorte, et qui, dans la nuit, s'obscurcissait, comme nous le faisions de notre côté. Il y avait donc un mystère totalement inexplicable pour moi à cet âge-là. Je me rappelle par exemple 2 événements qui m'ont très vivement marqué. Le premier, c'est celui de mon père qui, par des nuits sans lune, par 2 fois, lorsque la NAS de la Gestapo s'était pliée sur la Haute-Savoie, est allé chercher de ses amis résistants et les a ramenés en eau tranquille, pour les sauver, tout simplement, dans les années 44, 43, 44, là où l'étau devenait terrible. Et pour moi, c'était une sorte d'exploit, non sans danger. Je me rappelle ma bonne mère très inquiète, parce qu'enfin, l'épreuve était interdite, et elle se déroulait sur un très long lac de temps, 2 fois 14 kilomètres, il faut les faire. Et puis l'autre souvenir, c'était le premier bateau officiellement admis à accoster à Évian au départ d'Ouchy. C'était un bateau un peu plus petit que celui où nous sommes. Et jamais je n'ai plus vécu d'une émotion collective comme celle dont j'étais le témoin. En 1945, j'avais 9 ans, je ne comprenais encore pas très bien tout ce qui se passait. Mais voir tous mes parents et voir tous les adultes qui étaient en grand nombre sur ce bateau pleurer à chaudes larmes, voir les Savoyards et les Évianais qui nous accueillaient pleurer à chaudes larmes dans des retrouvailles, ça avait quelque chose de prodigieusement émouvant. Quel souvenir est-ce que vous gardez de vos parents, de votre vie familiale? Je garde un souvenir chaleureux et vif, vraiment. Mon père et ma mère sont généreux et rayonnants. Ils sont d'humbles conditions. Ils me donnent l'exemple d'un engagement et d'une vocation de service que mon père a d'ailleurs accompli comme magistrat dans sa commune. Et c'est ce milieu-là où l'on discutait beaucoup, où l'on était extrêmement vif dans le propos, qui a contribué incontestablement à me former. J'ai hérité, j'espère avoir hérité de mes parents, une certaine part de rayonnement et surtout une certaine part d'engagement, encore une fois, qui m'ont marqué, mais dès la prime jeunesse. Mon père était garagiste, j'étais baigné dans un milieu très concret qui me plaisait beaucoup, alors on aimait beaucoup l'automobile, mais je ne me voyais pas faire carrière dans cette direction. Vous ne vouliez pas devenir Fangio? Bien sûr. Fangio était encore à ses débuts, c'était plutôt le temps de Vimy, d'Ascari, de Villoresi et de Louis Chiron, pour prendre les grandes vedettes qui marquaient ma prime jeunesse, alors ça aussi, bien sûr. J'y rêvais, et j'ai rêvé d'être champion cycliste. Écoutez, il y avait l'exemple de Kubler et de Koblett que nous avions sous les yeux tous les jours. Hein. Quel genre d'enfant est-ce que vous étiez? Je crois que j'étais très turbulent. En tout cas, j'ai le souvenir de mon école primaire à Podé, où on voulait bien reconnaître en moi un élève assez talentueux, permettez-moi de vous le dire, c'est pas moi qui porte ce jugement, mais alors terriblement turbulent, un peu un agitateur, un peu qu'il fallait réprimer par quelques fréquentes punitions. Vous avez séjourné souvent derrière la porte? Oui. D'où le goût de l'évasion que j'ai eu, je pense, probablement.
Non, j'étais très vivant, dirait-on, d'un enfant, parfois turbulent, à vrai dire. Et parfois turbulent parce que si je me pliais aux règles et à un code général, j'avais un trop-plein de vie qui s'en accommodait parfois mal. D'où les quelques débordements, n'est-ce pas, qui faisaient de moi probablement un élève un peu tumultueux. Est-ce que l'on peut faire la carrière qui est la vôtre, occuper les charges qui ont été les vôtres, et celle qui est la vôtre aujourd'hui, et rester un enfant malgré tout? J'espère, j'en doute. J'espère avoir gardé au moins de mon enfance cette spontanéité, cette immédiateté de réaction. C'est parfois un inconvénient en politique, vous le savez. On peut être imprudent, enfin. Mais si tout est calcul, si tout est hermétisme de raison, vous ne donnez plus à la fonction sa dimension humaine, sa dimension cordiale qu'on doit donner à une telle fonction. Et c'est dans cet esprit-là que j'espère avoir gardé au moins cette parcelle de mon enfance, qui est celle de la spontanéité directe. Est-ce que je vous vexe si je dis que vous êtes un enfant qui se force peut-être à être un adulte? Pas du tout. J'aimerais être ça. Mais je crois que vous vous trompez. Vous ne me vexez pas, mais vous vous trompez. Car, hélas, je suis bel et bien devenu adulte. Et les parcelles d'enfance qui m'habitent, on en parlait tout à l'heure, je souhaiterais qu'elles soient plus nombreuses et qu'elles m'animent encore davantage. Mais j'essaie. Voilà, beau témoignage, émouvant. Et puis, je pense qu'on aura encore l'occasion d'évidemment dialoguer avec lui, n'est-ce pas, Massimo? Peut-être ce soir? Oui, ce soir, on aura donc une émission spéciale à 19h30 dans le cadre du téléjournal avec Romain Jean qui recevra un certain nombre de personnalités qui parleront de cet homme d'État qui aujourd'hui décide de s'en aller, de son parcours. Et puis aussi, il faut parler de la succession. Il y aura également demain une rediffusion en temps présent d'une émission, d'un fameux reportage de Pierre-Pascal Rossi lorsque Jean-Pascal Delamérard était en pleine course pour essayer de faire entrer la Suisse dans l'Europe. Et puis je crois savoir que dans Droit de cité et puis dans Mise au point, dimanche, on reviendra sous d'autres aspects pour éclairer le parcours politique de cet homme qui aujourd'hui décide de se battre contre autre chose, contre la maladie, et il le fait avec une grande dignité à mon avis. Et puis une dernière remarque, l'intérêt du vocabulaire. Vous avez dit à plusieurs reprises un homme d'État, et c'est vrai qu'on a découvert tout au cours de ces dernières années un homme d'État, qu'on l'aime moins, qu'on soit son supporter, qu'on ne le soit pas, c'est un véritable homme d'État qui s'en va. Absolument, je crois que c'est justement ce qui différencie un homme d'État d'un politicien quelconque, c'est que vous soyez de son bord ou non, vous êtes obligé de convenir qu'il a une stature et qu'il a une présence, et c'est son cas, il l'a encore montré aujourd'hui. Merci Massimo, et au boulot alors? Au travail. Et bonne émission à vous. D'accord. Alors je vous rappelle que maintenant nous allons retrouver Serge et Nicole. Je crois que le plus simple, on va plonger dans quelques images qui donnent, mais vraiment à peine, la dimension de ce qu'ils n'aiment pas qu'on dise, c'est-à-dire de leur exploit. Qui donc a pu dire que les Suisses ont perdu le goût de l'aventure? Celui par exemple de parcourir la plus longue route du monde, 24 115 km, d'Ushuaïa à l'Alaska. Serge et Nicole Rotely l'ont réussi ce pari en 3 ans, histoire d'aller d'abord au bout d'eux-mêmes, à pied pour l'un, à vélo et à scooter pour l'autre. Mais ce défi, c'est également la volonté de rencontre d'autres civilisations, rencontre des gens, rencontre du monde, aller à la rencontre, comme ils le disent, des émotions. Aujourd'hui, nous allons continuer à Zigzag Café de refaire la route, et cela jusqu'au Mexique, à travers la force de la performance et la violence des problèmes rencontrés. Mais surtout, il faut rappeler que si Serge et Nicole ont couru pour eux, ils ont surtout couru pour des enfants, ceux dont s'occupe la Fondation François-Xavier Bagnoud. Ceux qui, les yeux pleins d'espoir et de lumière, les ont vus passer le long de la route. Savaient-ils que pour chaque kilomètre parcouru, il y avait 5 francs versés par des supporters? Demain et après-demain, nous continuerons le voyage à travers l'Amérique du Nord, où Serge et Nicole sont devenus des personnages connus et suivis des médias locaux.
Toujours plus loin, toujours plus dur, vers le nord du nord, vers l'Alaska, vers la fin, le terme du voyage. Et puis le 4 décembre, ce geste de joie de Serge qui franchit la ligne d'arrivée. Et tout de suite, cet autre geste de remerciement et de tendresse pour Nicole. Je vais les applaudir parce que c'est... Alors, avant qu'on revienne tout au cours de ce voyage, il y a encore 1000 questions à se poser naturellement et pas assez de jours devant nous. Je vous rappelle que nous-mêmes, nous avons tenté un pari et que vous avez déjà été magnifique, c'est-à-dire le pari de refaire le chemin. Parce que leur objectif était en courant, on l'a rappelé dans ces quelques images, c'était de pouvoir trouver des fonds pour la Fondation François-Xavier Bagnoud, à savoir les enfants de par le monde victimes du sida. Ils ont réussi partiellement, et puis nous, on s'est dit que ça suffisait pas, qu'on avait vraiment envie de s'associer à ce qu'ils faisaient, et que nous aussi, nous allions continuer à faire la route. Alors hier, nous sommes partis d'Ushuaïa, comme eux, et puis vous avez été très très nombreux à vous mobiliser. On va d'ailleurs retrouver Denis Ducor, je suppose, auprès des téléphonistes, pour savoir où nous en sommes aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut se mobiliser. Oui, alors Jean-Philippe, nous avons quitté La Paz maintenant. Nous avons fait un peu plus de 5000 km. Maintenant, on a des téléphones qui recommencent à sonner très fortement. Il y a eu un petit creux pendant l'hommage à Jean-Pascal de la Murat. Mais reprenez vos téléphones, nous vous attendons. Nous avons 10 lignes ouvertes derrière moi. Vous entendez, ça commence à y aller très fort. Ne vous gênez pas. Nous vous envoyons un bulletin de versement. Donc, pas de souci pour comment on va vous acheminer tout ça. Et appelez fortement. On espère avoir 2000 km d'ici 5 minutes. On se retrouve dans quelques instants. Merci Denis de tout l'enthousiasme que vous mettez à cette opération. Je rappelle que cette opération, chaque franc est naturellement versé intégralement à la Fondation François-Xavier Bagnoud. Tant pis pour vos vacances et tant pis pour le changement de scooter. Et puis les frais administratifs, tout ça, nous allons nous en charger nous-mêmes. Voilà, je crois que c'est la meilleure chose à faire. C'est quand même assez émouvant, hein, cette mobilisation des téléspectateurs. Tout à fait, ouais. Ça correspond exactement à ce qu'on a rencontré tout au long du défi américain, c'est-à-dire que le peuple a été fantastique, généreux et chacun à sa mesure, et on le remarque encore ici durant la semaine Zigzag Café, et merci beaucoup. Est-ce que vous avez eu des réactions entre lundi et aujourd'hui, puisqu'hier il y avait pause pour raison de ski? Est-ce que les gens vous ont parlé Énormément de gens sont mobilisés, et pas pour vous dire, mais on n'entend que ça depuis lundi. Et les gens, je crois qu'ils sont très très touchés de ce que Zigzag a fait. Mais à part ça, quelles sont les questions qu'ils vous posent tout le temps? Quelle est la question qui revient? Est-ce qu'il y en a une qui revient très souvent? Comment on a réussi au niveau du couple? Parce que je crois qu'on a été... Non, mais c'est vrai, je crois qu'on a été une image assez forte. Bien et sûr. beaucoup de gens nous disent comment vous avez réussi. Eh ben, tout simplement, il n'y a pas tellement de miracles. Je crois que Serge et moi, nous sommes un couple comme tout le monde, avec nos joies, avec nos peines, avec nos engueulés de couple. Et et puis, non, mais je crois que dans ce grand projet de Terre de Feu en Alaska, pour réussir au niveau du couple, il faut beaucoup de complicité, beaucoup de tolérance et beaucoup de respect. Alors, je crois que c'est la recette. Voilà, quand vous vous êtes rencontrés, Serge avait déjà 2 enfants. Oui, exactement. Ces 2 enfants sont dans le studio. Bonjour. Il y a Steve et il y a Clara. Bon, Clara, prends le micro qui est rouge juste à côté de toi. Là. Aujourd'hui, c'est jour de chance, il n'y a pas d'école. Hein. Voilà. Ouais. Dis-moi, comment tu as suivi l'exploit de Serge et de Nicole? Parce que je regardais les journaux et tout. Tu avais des téléphones? Comment On gardiez-vous a le reçu contact? beaucoup de lettres et on leur en a renvoyé. Puis ils nous téléphonaient quelquefois quand ils pouvaient. T'as pensé, toi, qui pourrait y arriver à faire La ça? première année, je pensais qu'ils allaient jamais réussir. Puis après, j'ai pris confiance. Puis... T'es fier aujourd'hui? Ouais, demande à ton frère, là, prends le micro aussi, juste un tout petit peu. Toi aussi, tu attendais les téléphones quand tu voulais avoir des nouvelles? Des fois oui, des fois non. Des fois, tu étais surpris, quoi. Ouais. Et puis, raconte juste une chose, peut-être un petit détail quand même. Vous les avez rejoints au moins 3 fois pendant le voyage. Où êtes-vous allés? On a été en Bolivie, au Mexique et au Canada. Ouais, tu as une petite préférence, toi, pour les 3 destinations. Il y en a une que tu préfères aux autres. Ouais, hein. le Canada. On va demander à ta sœur, elle, ce qu'elle a préféré. Le paysage, c'était le Mexique et les vacances, le Canada. Eh ben voilà. J'ai l'impression qu'il va falloir les emmener une 2e fois au Canada. C'est qu'une impression. Une hein. impression.
Non, mais c'est aussi un peu normal parce qu'enfin, en Bolivie, ils étaient aussi petits. Steve avait 7 ans et c'est tellement culturellement différent et tellement pauvre qu'il y a quand même un choc quand on arrive dans ce genre de pays à la sortie de l'aéroport. Et c'est clair qu'après, la complicité s'est installée, la confiance s'est installée et le Canada, c'était parfait, quoi. Alors, il y a une deuxième question qui revient tout le temps, en tout cas depuis qu'on vous a à Zigzag Café, c'est est-ce que vous aviez peur la nuit ? Est-ce que vous aviez peur la nuit ou est-ce que vous alliez dormir ? Comment vous vous débrouillez tout au long de la route ? Parce que vous êtes quand même tout seul, rien que les deux, avec peu de moyens, vous n'êtes pas entouré d'une armada d'accompagnateurs, c'est vraiment la solitude. Est-ce que vous avez eu peur ? Ben écoutez, moi, je n'ai jamais eu peur parce que j'avais une école très forte à côté de moi. Un boxeur ? Un boxeur, exactement, et puis un coureur. Mais non, j'ai vraiment jamais eu peur. Mais c'est vrai que si j'avais été une femme seule, il y aurait eu beaucoup plus de problèmes. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Je ne me suis pas posé la question parce que quand on a couru 40, 50, 60 km, qu'on a trouvé une place de camp ou bien une auberge et puis qu'on prépare l'étape du lendemain, j'étais bien assez fatigué pour dormir sans me poser la question si j'avais peur. Vous ne l'avez pas choisi n'importe où au bord de la route quand même. Alors non, ça, on a beaucoup de règles d'or de toujours mettre la tente plus ou moins dans des endroits cachés. Et puis avec nous, Bernard Pichon. Michel Pichon. J'étais sûr que j'allais le faire. Vous avez vu, on a fait Paris. On a fait Paris, j'ai gagné. 5 francs de plus à la cagnotte. Allez, on va pour 10. Michel Pichon, qui est journaliste aux Nouvellistes, et vous avez été celui qui a... Une espèce de troisième larron. J'ai couru pendant tout le défi, c'est-à-dire 34 mois, mais j'ai couru dans ma tête. À travers combien d'articles ? Je fais presque 50 pages spéciales consacrées au défi, sur la base de journaux de bord qui me parvenaient, que m'envoyait Serge et Nicole. Alors au début, une petite écriture à appliquer, celle de Nicole, une écriture de patte de mouche, celle de Serge. Et avec le temps, Serge était sans doute plus préoccupé par la gestion de sa course. C'est Nicole qui intervenait et tout à coup, elle s'est découvert des talents d'écriture, et le style devenait beaucoup plus vivant, beaucoup plus imagé, et ça me permettait de mieux travailler. Et puis il y a une anecdote intéressante, c'est que comme les enfants, comme Clara et Steve, vous les avez rejoints un jour, et puis vous aviez apporté un beau cadeau, vous étiez fiers de votre cadeau, et ça n'a pas vraiment bien marché. Fier de mon cadeau ? Il paraît que vous leur apportiez de l'alcool. Ah, j'ai cru que vous parliez des enfants. Non. Petit problème. Non, oui, c'était très drôle. Lorsque je suis allé en Alaska à assister à l'arrivée de Serge et Nicole, effectivement, je me suis dit un petit plaisir très valaisan. J'arrive avec 2 bouteilles d'amine de Vétro. Et puis tout heureux, je leur dis, écoutez, on fait la fête avec les copains, puisqu'il y avait Alex Descotes qui était là. Les gens troyaient. Il y avait quelques amis. J'arrive avec mes 2 bouteilles, et puis Serge et Nicole me regardent avec une grande gentillesse, mais un air profondément désolé. Ils me disent, mais tu as oublié une chose, on ne boit pas d'alcool. Alors, on a trouvé du monde pour les boire. Non, je suis sûr. Je suis sûr. Donc il y avait quand même une grande discipline. Si on parlait juste que de ça, par exemple, qu'est-ce qu'ils buvaient ? Non, ça n'a rien à voir avec la discipline. J'ai jamais bu d'alcool de ma vie et je ne vais pas commencer aujourd'hui. Donc c'est aussi simple que ça. Non, mais que buviez-vous ? Alors je buvais absolument tout ce qu'on pouvait trouver. On essayait d'acheter pour éviter les risques de diarrhée ou de dysenterie, donc de l'eau et puis du Coca-Cola, quoi. Donc en Amérique centrale particulièrement, les images qu'on voit surtout aujourd'hui, c'était une moyenne de 10 à 12 litres de liquide par jour, dont 8 litres de Coca, quoi. On s'en remet. Alors je vous propose une deuxième personne qui a joué un rôle très important tout autour d'eux, parce que c'est vrai qu'il y a un exploit à deux, puis c'est vrai que cet exploit, il a réussi parce qu'il y avait des supporters, il y avait des gens qui racontaient, narraient l'aventure, il y a ceux qui encourageaient, il y a ceux qui envoyaient des colis, il y a ceux qui relationnaient les photos. Regardez. Ma première idée, c'était l'idée d'un bon nombre de gens de par là. Ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils sont fous. Ils s'en sortiront jamais. Ça, je pense que c'est le sentiment qui a animé la plupart des Valaisans, je veux dire, au départ. Je voyage beaucoup parce que je reçois d'abord mes manuscrits, je les épluche. Alors, je fais déjà un superbe beau voyage. Je comprends pas tous les mots, tous les noms d'endroits. Je me documente. J'ai des encyclopédies pour ça. Et puis, quand j'ai déniché plus ou moins tout, c'est pas facile toujours de lire l'écriture de Nicole. J'essaye de retranscrire ça le mieux que je peux pour des gens qui s'intéressent, pour faire voyager d'autres gens. Nicole écrit souvent sous sa tente, sur le siège de sa moto. Donc des fois, ça se répète ou il manque des trucs, enfin bref. Maintenant, j'espère, c'est présomptueux ce que je vais dire, mais je crois avoir plus ou moins saisi le message qu'ils veulent faire passer. Et pour moi, c'est plus facile. Maintenant, ils n'ont qu'à continuer pendant 3 ans, je veux dire.
j'ai pris l'habitude. Vous avez reçu leur dernier journal de bord? Oui, le dernier journal de bord, je l'ai reçu. C'est l'horreur. Il y a les ours, il y a de la forêt partout. La forêt, partout, ils dépriment parce qu'ils voient que de la forêt. Il fait froid, il faut monter la tente. Ils mettent 2 heures plus ou moins le matin à défaire leur tente et un peu plus le soir à la montée. Ils n'ont rien de chaud, il n'y a plus d'habits secs. Nicole, qui est très coquette, a son maquillage qui a tout foiré. Bien sûr, c'est la vie au quotidien. Et sur chacun des extraits que j'ai reçus, il y a une histoire d'une personne, d'un enfant, vraiment quelque chose de particulier. Je dis, c'est tellement décrit, Nicole. Vraiment, elle explique comme elle le vit, avec son cœur, avec ses tripes quelquefois, et vous avez l'impression d'être à sa place. Moi, j'ai l'impression de me retrouver en face de cette petite fille ou de ces petits gamins qui courent dans la rue. Il y a entre autres une petite fille aux yeux dorés là qui m'a fait craquer. Nicole écrit ceci: un soir, à la terrasse d'un bistrot, nous commandons notre repas. Poulet, salade, tortillas et champignons à l'ail. C'est une ruelle très animée, surtout par les petits marchands désinvoltes qui essayent de nous proposer des échantillons de toutes sortes. Tout à coup, une petite fille aux yeux dorés, d'à peine 6 ans, me regarde d'un air triste. Elle me dit qu'elle a faim. Elle me vole littéralement ma carcasse de poulet. Je la laisse faire en regardant cette scène avec une grande tristesse. Elle me lance: « Pourquoi tu es triste? Tu sais, c'est ma vie, c'est ma seule solution. Voler les restes dans les assiettes des restaurants. Comme ça, je peux survivre. » Puis elle s'en va, tout en nous lançant un sourire qui en dit long sur son destin de petite fille aux yeux dorés. Ça aussi, ça fait craquer. Il n'y a pas que marcher et faire du scooter et le mauvais temps et la chaleur et le froid. Il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a tout un vécu tous les jours. Ça fait que quelquefois, le moral chute. Vous vous souvenez de cet enfant? Oh, très bien. Oui. Ouais. Oui, c'est un exemple. C'est clair qu'on s'en rappelle particulièrement bien de celui-là. Ouais. Mais Des il y en regards. a eu tellement d'autres. Oh, Quoi. ouais. Oui, c'est au fond très difficile de se rendre compte que la chance de cet enfant qui sourit, lui, pour pouvoir vous voler la fin de votre assiette, ou vous la rendez parce qu'il n'y a plus rien à manger dessus. Et puis, je me rappelle, ce qui a été terrible, c'est que j'ai demandé au garçon, le serveur, si je pouvais inviter cette petite fille à table. Parce que moi, lui donner des carcasses de poulet, c'était inadmissible. Et le serveur, il a dit, c'est interdiction, vous ne pouvez pas. Parce qu'autrement, il y a tous les enfants de la ville qui viennent à ce restaurant. Et c'est vrai que c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était terrible. On voulait aider un petit enfant, mais en fin de compte, on ne pouvait pas. Et c'est vrai que c'était un moment très, très fort. Bon, il y en a encore eu beaucoup d'autres, mais moi, c'est vrai que le partage avec les enfants... ça a été vraiment ma vie. Madame Métraillet, vous avez fait un peu comme Monsieur Pichon, là, vous avez fait le voyage avec eux, en quelque sorte. Absolument. Vous attendiez avec impatience la suite? Oui, effectivement, parce que j'ai voyagé, comme j'ai dit, dans ma tête. Et ça m'a permis donc en retranscrivant ce journal, donc ces manuscrits de Nicole et de Serge que je recevais, je les envoyais à peu près une centaine de personnes qui avaient laissé leur adresse avant le départ de Serge et Nicole. Et ces gens attendaient impatiemment. Je peux vous dire que quelquefois, je recevais des téléphones. Est-ce que le journal est arrivé? Est-ce que c'est prêt? Est-ce que ça vient? C'était vraiment... Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'au cours de ces 3 ans, ils ont changé? Il y a l'écriture de Nicole, on l'a dit tout à l'heure, Monsieur Pichon l'a dit tout à l'heure, qui a changé. C'est aguerri, je suppose. Mais est-ce que vous avez eu l'impression qu'ils avaient changé? Je connaissais Nicole et pas Serge avant ce départ, mais Nicole, j'ai eu le sentiment qu'elle elle a énormément mûri. Et selon moi, elle ne va plus jamais voir les gens avec le même regard qu'elle avait avant. Je suppose que ça va commencer à vous manquer, ces lettres qui n'arrivent plus. Ah oui, ça me manque. On va y remédier. Vous voyez, vous avez entendu ce qu'il vient de dire? On va y remédier. Où voulez-vous aller comme ça? Là, les projets, on en parlera plus tard. Mais moi, je vous propose un autre personnage. C'est Denise Genollet, qui, elle, lutte contre la maladie, mais en même temps, vous l'avez fait voyager elle aussi, et je crois qu'elle le dit avec infiniment d'émotion. Elle aurait peut-être voulu être avec nous aujourd'hui, ça n'était pas possible. On la salue.
Denise, vous avez classé combien de photos? 6000. Et ça fait combien d'albums? 20. Maintenant, je suis dans le Pérou, chez les Tchaski. Est-ce qu'il y a des photos qui vous ont surprise, étonnée? Oui, au Pérou. Il y a quand il a fait le Machu Picchu. Vous avez classé ces photos pendant 3 ans. Oui. Quelle était votre impression quand vous les receviez, ces photos? Beaucoup de joie et beaucoup de tristesse. Pourquoi? De la joie de recevoir ces photos par où ils sont passés et de la tristesse en même temps parce que de voir qu'il y a des pays où ils pourraient être riches, bien mis, et de voir cette misère. Comment vous vous êtes organisé pour classer toutes ces photos? C'était très difficile parce qu'il n'y avait pas de nom. Alors je me suis amusée à les classer par mois. Par mois de tirage. En pensant plus ou moins que ça allait par pays. Quand il y avait des inscriptions, ça jouait bien. Mais quand il n'y avait pas d'inscription, c'était plus difficile. Ça a duré 3 ans. C'était long? Non. Dommage que c'est déjà fini. L'interview de Sandy Evangelista, c'est très touchant. Moi, je vous propose qu'on retourne auprès de Denis Ducor, des téléphonistes, d'Alain Chassot, pour savoir, parce que Madame Genollet vient de le dire, elle était au Pérou, elle espérait, elle était en train de classer les photos du Pérou. Et nous, aujourd'hui, on espère au moins aller jusqu'à Lima. Est-ce qu'on y est déjà parvenu? On n'y est pas tout à fait. On vient de passer Arequipa. On a fait environ 6000 km. On est en direction de Lima. Dans quelques instants, on va y arriver, ça c'est sûr. Ne vous inquiétez pas si ça répond pas tout de suite, parce que vous avez vu, il y a du monde qui appelle. Notre standard est ouvert jusqu'à 15h, alors allez-y. Mais on va atteindre Lima d'ici quelques minutes. Alex? Oui, bah, écoutez, c'est d'une certaine manière, moi je suis en train de les découvrir aussi. Je vous avais rencontré avant le départ, je vous ai retrouvé au Canada, je vous ai retrouvé à Fairbanks en Alaska. Et puis cette dimension, je la sentais, mais en fait, chaque fois où on s'est vu dans le mouvement, et peut-être moins dans l'âme et dans l'intérieur. On n'en avait pas le temps, où les circonstances ne prêtaient pas autant. C'est d'autant qu'au Nord, on en parlera ces jours prochains, les mêmes problèmes ne se posent pas de la même manière. Et très honnêtement, j'avais parfois l'impression que vous aviez peut-être passé un tout petit peu à côté. Aujourd'hui, ce qui me rend le plus heureux, c'est de me rendre compte que vous n'êtes pas passé à côté, mais complètement dedans. Je crois qu'ils étaient très concentrés sur la course, ça n'empêchait pas de regarder les autres choses. Hein. Non, pas, mais c'est clair que quand Alex est venu, on était préoccupés par avoir le rendez-vous déjà avec Alex. On parlait de la viande séchée qu'il nous avait amenée. Et puis la réalité de la course signifiait qu'il fallait avancer. Nous, on savait la motivation profonde, mais elle est difficile à faire passer au milieu de la forêt quand on voit Alex pendant 3 jours. Et c'est un magnifique hommage, et merci Alex, je suis très touché, quoi. Et alors, il faut dire qu'on s'était posé une grave question, à savoir... Qu'est-ce qui leur manquait le plus? Est-ce le gruyère? Est-ce le cénovis? Quel lien gardait-il avec la Suisse? Eh bien, on a une réponse. Regardez. Joli. Quel était votre rôle pendant ces 3 ans? Alors pendant ces 3 ans, justement, j'étais un peu la secrétaire de Serge Nicole. Chaque mois, je devais lui envoyer un colis avec le matériel qui lui était nécessaire et surtout avec son courrier. Parce que le courrier des amis, de la famille, c'était quelque chose d'important pour eux. Quand ils recevaient le courrier, vraiment, je crois que c'était un moment où tous les deux retrouvaient un peu leur famille, leurs amis. C'était vraiment un moment important pour eux. Alors il fallait leur envoyer, c'est clair, pas rien que le courrier. Il y avait aussi les baskets. Ça, c'est clair qu'au rythme où il courait, il était obligé d'en avoir au moins une paire par mois. Il y avait ses chaussettes, il y avait les films pour les photos. Il y avait souvent un training ou bien les t-shirts du défi américain. Il y avait des films, et puis bon, il y a la maman à Nicole qui envoyait régulièrement à Nicole des produits de beauté, des produits de maquillage, des produits de soins pour les cheveux, parce qu'on sait que Nicole est très coquette. Et puis, je les tenais à jour un peu de leur comptabilité aussi, je leur préparais toujours leur comptabilité. Et puis quelques revues, quelques friandises parfois, parce qu'ils aiment bien aussi les petits chocolats, les bonnes choses. Alors, rester très coquette, c'était important. Exactement. Mais je crois que pour moi, ça a été facile vu que c'est ma nature et j'ai pas eu d'effort à faire. Mais je crois que je l'ai fait beaucoup aussi pour moi-même.
Parce que quand on vit pendant 3 ans une aventure de couple, et si tu te laisses aller, Bien sûr. ça peut être dramatique. Et lui devait être rasé aussi, quand même. Exactement. Si vous voulez recevoir des petits bisous, il devait être rasé. Eh oui. Écoutez, Serge, j'ai vaguement entendu parler d'une affaire. Il semble que désormais, il n'a qu'un seul coiffeur. Il est du côté du Pérou, c'est ça? Oh, alors ça c'était géant, oui. C'est effectivement, elle voulait se faire une beauté et puis à La Paz en Bolivie, elle est allée chez un coiffeur qui malheureusement a complètement, je pense, raté la coupe. Et ce qui fait qu'en sortant de chez le coiffeur, ça allait, mais juste après, elle s'est pris une douche pour refaire un petit peu ce que le coiffeur avait mal fait. Et elle est ressortie exactement comme un alpaga, comme un lama de l'altiplano, donc elle avait une frisure large comme ça. J'étais interdit de faire des photos ce jour-là et elle a finalement pratiquement tout coupé 2-3 jours plus tard et puis elle a laissé pousser et puis maintenant elle est pas retournée chez le coiffeur depuis. Depuis presque 2 ans et demi. On va retrouver Bernadette Cecilio qui nous a pas tout dit encore. Qui c'est Serge? C'est quelque part un homme un peu fou, mais qui va au bout de ses idées. Il a toujours eu une optique de vie très différente de la nôtre. Il a toujours été très très proche de la nature. D'ailleurs, pour moi, Serge, c'était presque un surhomme. Il me semblait que c'était l'homme qui avait toujours raison, qui savait toujours tout. Enfin, pour moi, il était super. D'ailleurs, je crois que c'est la seule personne, j'ai 4 frères, mais c'est vraiment la seule personne à qui je permettais de m'engueuler, quoi. Quand je faisais des bêtises, parce que je me disais toujours, de toute façon, il a toujours raison. Hein. Quand Serge vous a dit qu'il allait partir et faire cet immense périple sur 3 ans, est-ce que vous l'avez cru? Est-ce que vous l'avez cru capable de réussir? Alors, quand Serge m'a dit ça, alors franchement, je l'ai bien regardé, puis je me suis dit, bon, s'il décide de le faire, c'est qu'il va aller jusqu'au bout. Hein. Il n'y aura rien qui pourra l'arrêter. Parce que quand il décide quelque chose, il y va. Il peut arriver n'importe quoi, il arrivera. Quelqu'un d'autre m'aurait dit ça, j'aurais dit, non mais c'est de la folie, c'est un truc impossible, avec déjà le climat et tout. Et puis le physique ne peut pas tenir, hein. C'est quelque chose de trop gros, de trop grand. Mais Serge savait qu'il arriverait. Mais je dis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est Nicole. Parce que je me dis, elle n'a pas fait ça pendant toute sa vie. Hein. Alors là, je dis, il faut reconnaître quand même que l'amour fait des miracles. Hein, parce que moi, j'aime mon mari à la folie, mais je ne sais pas si j'arriverai à le suivre à faire un truc pareil. Hein. Elle a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire, Nicole. Parce que faire un truc pareil, c'est incroyable. Sauf pour Serge. Très beau témoignage. Fabuleux. Merci Fantastique, Bernadette. merci Bernadette. J'ai l'impression, c'est pas Alex, il me semble que vous-même vous redécouvrez vos amis au fond. Quand on revient de 3 ans comme ça et qu'on s'aperçoit qu'ils peuvent s'exprimer, que vous-même à travers l'exploit, vous les avez un peu modifiés peut-être. Bernadette a bien dit, ce qui nous manquait le plus, c'était au fond le contact direct avec nos amis, et en tout premier avec Clara Steve. Quand j'ouvrais le paquet, la première chose qu'on cherchait dans la quantité de lettres et d'enveloppes, c'était les petits dessins ou les jouets ou les témoignages Clara Steve, puis après venaient tous les autres un peu. Je crois que Bernadette a rendu un très bon hommage à Nicole et j'en suis bien content. Et elle n'était pas étonnée de moi, mais moi je ne suis pas étonné d'elle. Elle a répondu parfaitement comme je connais Bernadette depuis. C'est une de mes amies d'enfance, de fait. Michel Pichon, vous avez dit tout à l'heure que votre journal, Le Nouvelliste, le journal de François Dayer, avait publié une 50aine d'articles. Dans les articles qui ont été publiés, est-ce qu'il s'agissait uniquement de la course, des conditions de la course et des conditions d'existence, ou de temps en temps faisait-il allusion à des problèmes rencontrés, des problèmes compris ou entrevus? Alors justement, ce qui était intéressant, c'était de ne pas être répétitif. Donc il ne fallait pas que j'écrive toujours la même chose, que j'emploie des images qui s'articulaient autour d'une foulée après une autre foulée. Et grâce à Nicole, j'ai pu consacrer des pages spéciales, par exemple, au visage des enfants de l'Amérique du Sud. Ces visages de gosses qui ne sourient pas et qui ne souriront jamais, qui ne vivent que dans la misère et qui connaîtront toujours la misère. Donc c'était des ouvertures comme ça. J'ai consacré des pages aux problèmes matériels, ce que posait le vélo puis le scooter, des problèmes de fric. On les a évoqués, parce que les gens étaient persuadés que Serge et Monique roulaient sur l'or et qu'ils étaient partis, Serge et Nicole, excusez-moi, et qu'ils étaient partis, voilà, ça vous a égalisé, et qu'ils étaient partis dans des conditions fabuleuses, faire un voyage de rêve. Je les ai vus souffrir, j'ai souffert à ma manière avec eux, et en décelant parfois des pièges dans le journal de bord. Je vous en donne un. Oui. C'est une image qui est assez drôle. Je lis donc ce journal 1 fois, 10 fois, puis je commence à écrire mon papier. Ça se passait dans le désert d'Atacama. Donc Serge, écrasé par la chaleur, court. Je l'imagine haletant et j'imagine le scooter qui bourdonne tel un insecte insupportable à côté de Serge. Et un ami qui va là-bas, lit toutes les pages du Nouvelliste, lit donc cette page, il revient et me dit « T'as fait une connerie ».
Je lui dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, il y a une erreur fondamentale. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, le scooter, il bourdonne pas comme un insecte, il fait puff, 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 puff. Merci. Alors, Alex, on va peut-être s'arrêter un instant sur la Colombie. Je ne sais pas si on y est encore parvenu. Je rappelle aux téléspectateurs que vous pouvez vous mobiliser, acheter des kilomètres, 5 francs le kilomètre. On a reçu des téléphones fantastiques. Un petit garçon qui a téléphoné puis qui a dit, moi j'aimerais bien participer, mais j'ai pas beaucoup d'argent. 4 kilomètres, c'est 4 kilomètres. Et merci à toi. La Colombie, lorsqu'on la traverse, vous y faisiez allusion, hein, les enfants, les jeunes et la drogue. Oui, il y a des endroits où on a peur. Enfin, la drogue en Colombie, on la consomme assez peu. Il y a une partie habituelle de la feuille de coca, mais qui permet à la fois de digérer et d'oublier qu'on a faim. Mais à part ça, c'est vrai que c'est un endroit dangereux. C'est un des pays d'Amérique latine. Il y en a aussi en Amérique centrale. Mais en Amérique latine, la Colombie, c'est un endroit qu'on traverse avec un certain nombre d'hésitations, à moins qu'on plane, ce qui est parfois votre cas, et c'est peut-être ce qui vous a sauvé. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on retrouve jusqu'ici, puisque en fait, on arrête parfois à l'aéroport de Genève-Cointrin ou de Zurich des gens qui ont plein les poches de drogue, mais ce ne sont pas ceux-là les riches de la drogue. Les riches de la drogue, c'est ceux qui les envoient, et ceux-là ce sont des gens pauvres, de nouveau, comme la gosse de la terrasse du bistrot, qui sont en fait les victimes de l'immense inégalité qui prévaut en Amérique du Sud. Ici, quand en Suisse ou en Europe, on dit de quelqu'un qui gagne 10 fois plus qu'un autre, on trouve déjà que c'est totalement scandaleux. En Amérique centrale ou latine, c'est 100 fois, c'est 1000 fois. Alors, quelques images pour illustrer les propos d'Alex. Jésus René est maçon. Quand il se retrouve au chômage, il occupe son temps et ses quelques économies à réparer sa maison. Tous les jours, il lutte, pied à pied, pour ne pas sombrer. Ici, la société n'est faite que pour un seul groupe, pour ceux qui ont le plus d'argent. Nous autres qui n'en avons pas, nous sommes des moins que rien, des laissés pour compte. Nous n'avons pas d'avenir. En fait, nous n'avons aucun avenir. C'est comme ça qu'on vit en Colombie. Et c'est à cause de ça que nous sommes rongés, ici, en Colombie, par le problème de la drogue. Vous avez un type qui gagne 25 ou 50 francs par semaine et un autre qui gagne plus de 100 francs en une heure. Il faut en plus voir le travail qui se fait. Moi, je pose des briques pour 25 francs par semaine en travaillant durement 6 jours par semaine, en m'écorchant les mains. En revanche, un autre avec de la pâte, de la drogue, gagne 120 francs en un seul instant. Ce n'est pas une vie. On ne peut pas appeler ça une vie. Ce n'est pas ainsi qu'on peut faire progresser une société. Une société comme celle-là ne créera jamais des citoyens, mais des délinquants. Esa es la vida aquí en Colombia. Medellín, 3200 meurtres en 6 mois. Chaque matin, la morgue fait son plein de cadavres. C'est le tribut payé à la nuit. C'est aussi la démocratie qu'on assassine. Comment croire les chiffres quand ils disent que ce pays est la 8e puissance du monde en ressources naturelles et l'un des plus riches d'Amérique latine? Dans les villes comme à Bogota, l'injustice crève les yeux. Mais on mesure en profondeur la gravité du mal quand on sait que 3% de la population possède le 80% des terres. Dans cette situation sociale pourrie, le commerce de la drogue s'est infiltré comme une gangrène au sein de l'économie du pays. Il a trouvé une main-d'œuvre à bon marché parmi les nécessiteux et les chômeurs. Voilà des images dures, des images fortes, des images que vous avez
probablement vu au cours du périple. Bah, c'est la réalité confondue de toute l'Amérique latine. Ouais. Mais vous l'imaginiez, cette réalité-là, avant de partir, vous? Oui, on l'imaginait, mais on n'a pas pensé qu'on y serait autant touché. Finalement, on en parlait beaucoup, on avait vu des reportages comme celui-là. Mais quand vous êtes dans le pays tous les jours confrontés au fond comme ces gens-là, en ayant mal aux pieds, un peu faim, un peu froid, un peu soif, un peu sale, on se rend compte que l'immense différence et de la richesse, c'est que nous, on a choisi d'être comme ça, parce qu'on a choisi de faire ce défi américain. Et eux n'ont absolument pas eu le choix et sont dans cette même situation. De fait, nous, on était... Ouais, pour nous, ça nous a beaucoup marqué, cette confrontation-là, de la chance que nous, on allait volontairement se mettre sale dans le pays où transpirer, et eux devaient survivre en n'ayant pas le choix. Est-il vrai qu'une femme, à un moment, vous a dit, mais on peut peut-être se cotiser pour que vous puissiez vous payer un vélo, quand même? Bah, c'est pas vraiment comme ça, c'est au milieu de nulle part dans le désert, une femme qui s'est interrogée, essayer de comprendre ce qu'on faisait dans la chaleur, 42 degrés, un petit restaurant sans réfrigérateur, la moitié du coca gicle dehors, et me regarde 10 minutes, et Nicole, et tout à coup elle a compris qu'est-ce qu'on faisait. Elle m'a dit, monsieur, vous devez vraiment être très pauvre. Pourquoi est-ce que vous êtes obligé de voyager à pied? Prenez les bus. Je ne sais pas si vous savez, mais dans mon pays, les bus sont pas chers. Et ça, c'est toute la différence extraordinaire entre le sud et le nord. Et alors la drogue, là, qu'on a vu tout à l'heure, ces jeunes touchés par la drogue, ces disparités dont parlait Alex, vous les avez ressenties, Nicole? Ben écoutez, personnellement, dans la rue avec Serge, on ne l'a jamais ressenti. Les seules nouvelles qu'on avait, c'était à la télévision, le problème de drogue. Et puis, comme on dit toujours, ce qui est triste, c'est pas tellement... les petits, c'est les gros qui fournissent cette drogue et qui est dramatique. Mais avec Serge, bon, le pays qui nous a le plus frappé, où on a vu peut-être le plus, c'est quand même en Colombie. Mais plutôt les petits-enfants, les sniffers de colle. Avec la colle, exactement. Ce qu'on appelle les et gaminas. je me rappelle une image un peu folle. C'était un petit garçon qui était vraiment par terre, il dormait. Et ma réflexion avec Serge, on lui a dit, on va vite lui acheter un petit verre de coca et puis du pain. Et puis à ce moment-là, on a été acheter du pain et un verre de coca. Et on a essayé de le secouer, on n'arrivait pas à le réveiller. Et avec Serge, on a soulevé la tête, puis on a mis le pain sous sa tête. Parce qu'autrement, à peine réveillé, le pain aurait été volé. Et je ne sais pas si ce petit garçon, il vit encore. Parce que c'est vrai qu'en Colombie, il y a des images atroces. C'est un pays qui nous a vraiment bouleversé, la Colombie. Ouais. Je vous propose qu'on retrouve Denis pour savoir si les téléspectateurs continuent à nous suivre, oui, continuent à se mobiliser et savoir où l'on en est de notre périple. Oui, Jean-Philippe, on est à 7000 km. Nous avons très largement passé Lima, la capitale du Pérou. Nous sommes à Chiclayo. Je voudrais beaucoup remercier les enfants. Il y a énormément d'enfants qui nous appellent. C'est normal, c'est mercredi. Donc, continuez. Notre standard est ouvert jusqu'à 15h. Bien, merci. Ce que je vous propose, c'est aussi vrai pour la régie parce que le chemin, on va le faire ensemble et puis selon les temps, selon les départs des conseillers fédéraux, ça peut un peu modifier notre itinéraire, c'est clair. On avait décidé que nous irions jusqu'au Mexique aujourd'hui, que nous parlerions du sous-commandant Marcos. Du Mexique, vous en aurez naturellement parce que nous avons avec nous un orchestre, nous avons des musiciens. Mais je crois que nous reviendrons demain sur la situation au Mexique. Nous reviendrons sur des passages dans la jungle, du côté du Panama qui était particulièrement difficile, mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement sympa. C'est que pendant qu'eux, ils montaient, comme on essaye de le faire, à pied, en scooter et en vélo en direction de l'Alaska, il y en avait deux autres qui descendaient de l'Alaska en direction d'Ushuaïa. C'est ça, Alex? C'est ça, c'est Dean et Muriel, ils habitent Fribourg, vous les connaissiez avant de partir et vous étiez d'une certaine manière donné plus ou moins rendez-vous. Ils sont là aussi. Alors ils sont là avec nous. Voilà, hein. Dean, voilà Muriel. Dean, prenez le micro. Alors, est-il vrai que vous aviez fixé un rendez-vous avec Serge et Nicole quelque part entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud? Oui, c'est vrai. On avait plus ou moins fixé, on avait calculé, puis ça tomberait au Costa Rica. Et puis, avec les décalages, tout ça, nous, on avait un petit peu d'avance, lui, un petit peu de retard. Vous rappelez de cette rencontre-là, tout d'un coup, vous êtes vus face à face Alors, on avait planifié devant un hôtel, je crois, à David, au Panama. Dit... On se fixe rendez-vous quelque part à Panama. On était passé soit par poste ou bien par des ambassades suisses. Et puis on a dit, à telle heure, je sais pas, c'était 17h, on t'attend à telle place. Puis à 17h pile, il arrive en courant avec Nicolas. C'était le Swiss timing. Peut-être prenez le micro. Ça fait une émotion quand même tout d'un coup de les voir aussi fidèles au rendez-vous. Oui, c'était impressionnant, surtout qu'on avait justement des contacts par lettre depuis des mois, voire des années pour eux. Et puis tout d'un coup, on les a là en chair et en os, c'était vraiment quelque chose de super. Ouais. Puis alors, il faut quand même parler de vous. Vous avez fait tout le parcours à vélo.
Alors oui, on a fait le parcours à vélo, mais dans l'autre sens. Donc on est parti de Fairbanks et on est arrivé à Ushuaia. Rassurez-nous, ça descend pas plus quand même, non? Non, malheureusement pas. On a plus de vent favorable, avantage. Ah oui. On leur en veut encore aujourd'hui. Et alors, vous êtes rentré maintenant depuis à peu près une année? Ouais, on est arrivé au mois de décembre 96, et puis on reprend un petit peu la vie normale. Vous faites toujours du vélo? On fait un petit peu de vélo encore. Ouais. Est-ce que vous rêvez de repartir? Parce qu'on sent qu'eux, ils arrivent depuis 2 à 3 semaines. C'est pas tout simple de réintégrer la vie active en Suisse. Ça, c'est une bonne question. on rêve toujours de repartir, mais peut-être beaucoup plus tard, on ne sait pas. D'accord. En tout cas, merci, vous vous souvenez de cette rencontre, je suis sûr. Très bien, c'était une des rencontres les plus amicales de tout le voyage. Et Dean et Muriel étaient venus une semaine avant de partir chez nous, quand on était déjà en train de déménager, pour voir des diapositives sur le Canada. Et ce rendez-vous était incontournable et on ne l'a pas loupé, ni eux ni nous. Et pourtant, il faisait chaud ce jour-là. En tout cas, ils ont des sourires extraordinaires. On sent qu'ils sont encore dans le voyage, ce qui est vraiment formidable. Alex, vous nous avez amené quelques musiciens mexicains. C'est histoire de nous donner envie et donner envie à tous les téléspectateurs d'être avec nous demain. Tout à fait. C'est un groupe qui s'appelle Quetzal. Quetzal, vous le savez, c'est un oiseau quasiment mythique du nord du Guatemala et du sud du Mexique. C'est un oiseau en voie de disparition, malheureusement. On pourra reparler aussi des problèmes de civilisation et d'écologie. Et ce groupe Quetzal, ma foi, ce sont des Mexicains qui habitent la Suisse romande, qui se produisent. Alors, avant qu'ils se produisent, petit retour auprès d'Alain Chassot et Denis Ducor. Vous nous dites à peu près où l'on en est actuellement? Alors, nous allons en direction de Riobamba. Nous sommes à 7500 km à peu près. Et ça marche très fort. En ce moment, on est vraiment à plein. Les téléphonistes n'arrêtent pas. Allez-y toujours, jusqu'à 15h, vous pouvez nous appeler. Alors, je voudrais juste faire un petit message quand même, parce qu'il faut préciser que l'émission est rediffusée le soir. Lundi, nous nous sommes dit, est-ce qu'il y a des téléspectateurs qui, vers minuit, parce que nous étions diffusés assez tard, vers minuit, 1h du matin, allaient réagir? Il y en a eu, et si nous avons su qu'ils avaient réagi, c'est parce que 3 téléphonistes, ou 4, avaient pris la peine de revenir à la télévision et de travailler à cette heure-là. Alors merci, chapeau bas pour elles, parce que je crois, et pour eux, chapeau bas, parce que c'est un très beau travail, très utile. Musique, s'il vous plaît.